Kevin O'Leary pense que c'est le moment aujourd'hui d'accumuler des crypto-monnaies et il est convaincu que les différents catalyseurs à venir au cours des 6 prochaines semaines pourraient faire sortir le marché de sa fourchette de négociation et atteindre de nouveaux sommets. Dans sa dernière interview, Kevin O'Leary s'est assis avec un panel d'experts en crypto-monnaies pour expliquer pourquoi il pense que les investisseurs doivent ajouter du Bitcoin, de l'Ethereum et des crypto-monnaies dans leur portefeuille. Il explique également comment le marché peut être stimulé sur un nouveau cycle haussier et donc assurez-vous de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre tout le paysage macroéconomique et à quel point il envisage le fameux pivot de la Fed. Laissez-moi vous suggérer une raison différente pour commencer à prendre une position longue sur le Bitcoin, qui n'a rien à voir avec les devises étrangères, mais beaucoup à voir avec la politique des États-Unis. Il y a un projet de loi, il y en a deux en fait, qui circulent, mais parlons de celui qui a le plus de chances d'être adopté aux États-Unis. Après le 8 novembre, date des élections de mi-mandat. Il a presque été approuvé la semaine dernière, il s'appelle le Stablecoin Transparency Act. Alors ça n'a rien à voir avec le Bitcoin, mais ça a beaucoup à voir avec le temps de la régulation. Et la raison pour laquelle je pense que c'est intéressant, c'est qu'ils essayent de résoudre les défis qui se sont produits dans ces effondrements de stablecoin qui étaient construits autour d'algorithmes. 62 milliards de dollars ont été effacés, les régulateurs se sont énervés, bien que la majorité de ce capital, parce qu'il était décentralisé, c'était dans d'autres pays. Mais cette loi, elle est très simple par nature, c'est pourquoi elle peut passer, elle est soutenue par les deux parties. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est qu'elle fait effectivement du dollar américain le système de paiement par défaut dans le monde entier, ce que tout le monde peut soutenir. Et donc si vous avez des USDC ou n'importe quel stablecoin qui est soutenu par le dollar, et le test pour être régulé est très simple. Vous allez être audité tous les 30 jours, le stablecoin doit être garanti par un dollar ou un bon du trésor, tous les bons du trésor qui soutiennent le jeton doivent avoir une durée de moins de 12 mois. Et si vous êtes prêt à passer par cet examen minutieux, ils vous délivreront une licence. Maintenant, si ça devait passer, et ça pourrait arriver très rapidement, après le 8 novembre, avec les mi-mandats, personne ne sait ce qui va se passer au Sénat, c'est un pile ou face, mais même si ça n'a rien à voir avec le Bitcoin, ce sera la première régulation adoptée par les régulateurs américains. Et je pense que vous devriez être en position longue sur le Bitcoin pour ce résultat. Et donc si vous possédez des stablecoins, vous allez voir beaucoup d'intérêt de la part des capitaux institutionnels. Par exemple le USDC de Circle. Circle a reçu au passage 200 millions de dollars de Fidelity et 200 millions de BlackRock il y a quelques semaines dans une série F avec une évaluation de 9 milliards de dollars. Et donc en fin de compte, la régulation arrive et le Bitcoin monte. Et je suis d'accord avec votre thèse, que c'est un bon actif à avoir si vous êtes dans un pays où votre monnaie s'effondre. Mais si les institutions sont la politique, alors vous avez un vrai mouvement à la hausse, et c'est ce mouvement qui vous sortira de cette fourchette des 19 000 à 22 000 dollars. Voici une question à laquelle chaque investisseur doit réfléchir. Il y a un risque à investir dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies. Il y a aussi un risque à ne pas y investir. Parce que si c'est vrai qu'ils deviennent le 12e secteur du S&P dans la prochaine décennie, une partie de la valeur des services financiers comme les banques, les centres financiers, vont être transférés vers ces nouvelles technologies. Et vous ne savez tout simplement pas quand cela va se produire. Et donc ma thèse est la suivante, vous devriez avoir des crypto-monnaies dans votre portefeuille. Parce que vous ne savez pas lorsque ça va se produire. Et si vous n'y êtes pas exposé, vous pourriez ne pas participer à la croissance de ce 12e secteur du S&P, ce qui sera un mauvais résultat pour la performance. Quelle part de votre portefeuille est actuellement en crypto? C'était 20% avant la correction, c'est maintenant 16,2%. Nous le surveillons tous les jours, tout comme nous le faisons avec les actions. Nous avons beaucoup de mal avec nos auditeurs et nos responsables de conformité interne, parce que ça n'a pas l'air d'agir comme une action, ça ne se comporte pas comme une obligation. Ça se négocie en liquide 24 heures sur 24, et donc nous sommes constamment en train de surveiller ça, mais je ne suis pas le seul à avoir ce point de vue. Nous ajoutons à cette position parce que dans la façon dont nous gérons ce portefeuille, nous pouvons avoir n'importe quel secteur jusqu'à 20%, mais pas plus de 5% dans une seule position. Et donc, étant donné ça, on a beaucoup de positions différentes. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux projets, parce que nous ne savons pas lesquels vont survivre. Mais nous n'avons pas besoin de tous pour survivre, nous avons juste besoin d'une petite partie. Mais les cryptos vont causer beaucoup de perturbations, à mon avis, dans le service financier qui représente un grand secteur dans le S&P. Et donc si vous n'investissez pas dedans, vous avez le risque de rater cette opportunité. Nous sommes constamment en train de rééquilibrer comme nous le faisons à la fin de chaque cycle de 30 jours. Nous regardons nos positions, pas seulement dans le Bitcoin et la crypto, mais dans tout le portefeuille.
Les revenus fixes ont été aussi difficiles que les actions. Ils ont baissé tout autant au cours des 18 derniers mois. Et donc c'est une période très difficile pour chaque classe d'actifs. Et nous ne pouvons pas posséder plus de 5% de fonds d'exploitation sur du Bitcoin. On ne sait tout simplement pas quand ces classes d'actifs vont commencer à bouger. J'ai une spéculation personnelle sur la régulation. J'en ai parlé plus tôt, que si le Stablecoin Act devient une loi, ce sera le signal que toutes les crypto-monnaies seront régulées à un moment donné. Certaines personnes se sentent bien avec la régulation, d'autres non, mais voici un fait à considérer quelle que soit votre position. La plupart des fonds souverains pour lesquels je travaille en tant qu'indexeur n'ont aucune position dans la crypto quelle qu'elle soit. Lorsque vous leur demandez s'ils vont acheter quelque chose, ils veulent le grand-père qui est le Bitcoin. Ils sont prêts à mettre 0,5% à 1% sur du Bitcoin, quand leur département de conformité les y autorise. Et ça n'arrivera pas avant que la SEC le considère comme une marchandise ou une sécurité. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas, c'est que ces fonds souverains, peu importe que vous soyez norvégien, émirien ou saoudien, la majorité de leur argent est placée sur le S&P. C'est le seul marché qui peut absorber 1 milliard de dollars en une seule bougie, sans faire bouger le marché. Et ça se produit tous les matins. Quand ces richesses souveraines prennent leurs 250 millions de dollars qu'ils gagnent en pétrole chaque jour, à partir de New York, ces transactions, rappelez-vous que le pétrole est négocié en dollars américains. Et ils le mettent dans un indice du S&P. Ex-pétrole, ex-airlines, parce qu'ils possèdent leur propre compagnie aérienne. Et ils ont assez de pétrole, évidemment. Mais la raison pour laquelle ils n'achètent pas de Bitcoin, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se conformer avec la SEC. C'est le numéro 1 dépositaire de leur capital. Et donc, jusqu'à ce que la SEC n'ait statué sur ce qu'est le Bitcoin, ils ne participeront pas. Alors voici ce que ça peut donner. 50 points de base dans le monde des fonds souverains et des fonds de pension représentent 1000 milliards de dollars d'achat. Et donc, vous devez voter et encourager la régulation. Vous mettez 1000 milliards de dollars sur le Bitcoin, c'est à ce moment-là que vous verrez une valorisation de 60 000 ou 100 000 dollars, et ces fonds, ils s'en fichent. Une fois qu'ils l'auront indexé, ils auront une offre automatique lorsque le Bitcoin descend en dessous des 50 points de base, à 1% qu'ils ont décidé de posséder, et ils vendent dans la force. Et donc il y a un marché qui est vraiment liquide, qui est sur le point de se produire. Et ça, c'est très optimiste pour le Bitcoin. Et pas pessimiste. Je ne comprends vraiment pas quand les gens disent « Oh, je déteste la régulation ». Vous voulez une régulation parce que c'est là que se trouve l'argent. C'est plutôt intéressant d'un point de vue macro. S'ils gardent le Sénat, vous aurez une impasse, il n'y aura plus de dépenses pour les 2 prochaines années, parce que rien ne sera fait à Washington. Et dans cette situation, ce qui est bien en fait pour les marchés boursiers. Remarquablement, c'est un peu indifférent pour le Bitcoin et les cryptos, parce que ce que vous trouvez dans tous ces projets de loi, c'est un soutien bipartisan, qui est vraiment quelque chose d'autre. Si vous regardez Hagerty et Gilderbrand, c'est leur projet de loi qui considère le Bitcoin comme une marchandise et qui traite des NFT et d'autres actifs. Il y a 21 projets de loi qui flottent autour du Sénat, et ils sont tous bipartisans. Et donc ça n'a pas d'importance, peu importe ce qui se passe. La seule raison pour laquelle il n'y a pas de politique cryptographique, c'est que tout le monde est concerné sur le 8 novembre. Mais quand ils se réuniront à nouveau, à la fin de l'année, et qu'ils reviennent de vacances, ils soutiendront toujours la crypto-monnaie. La plupart des deux parties aiment l'idée d'une certaine régulation sur les crypto-monnaies. Et donc il s'agit plutôt d'une impasse d'avoir plus de dépenses que le marché pourrait aimer. Parce que la plupart des participants au marché ont vu assez de dépenses. On a d'abord fait les 6 000 milliards et ensuite on a fait la loi anti-inflation, qui était très inflationniste. Et ensuite nous avons rendu aux étudiants toutes leurs dettes, ce qui est dingue. Et donc tout le monde en a marre des dépenses. Et je pense que c'est l'opportunité pour les actions. Ça ne change pas vraiment le résultat du Bitcoin, qui sera un jour régulé. Alors d'après ce que j'ai lu, la Fed va augmenter les taux de 75 points de base. Il n'y a aucun doute qu'ils vont continuer à le faire. Les chiffres de l'inflation, le CPI, est de plus de 8%, mais personne ne sait de combien cette inflation est causée par des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Parce que vous savez, j'ai une bonne connaissance des problèmes de la chaîne d'approvisionnement. J'ai 54 entreprises privées dans notre portefeuille. Et ça va des équipements de gym, aux cartes de vœux, aux cuisines commerciales, aux chargements sans fil. Et lorsque nous parlons aux PDG de ces entreprises, ils ont encore beaucoup de mal. Prenons l'entreprise d'équipement de gym à Fargo, dans le Dakota du Nord. Nous avions l'habitude d'obtenir notre médaille en Asie, mais on ne peut plus l'avoir. On ne peut plus la faire passer par le port de Los Angeles. On doit fabriquer les haltères et tous les équipements de gym. Et aux États-Unis, ça coûte plus de 30%. Nous avons répercuté le prix sur les consommateurs. Ils continuent de les acheter. Et c'est l'inflation. Lorsque nous aurons résolu le problème de la chaîne d'approvisionnement, nous baisserons les prix. Mais nous n'avons pas encore été capables de le faire. Et donc je pense que la moitié de l'inflation, et ça c'est mon point de vue,
Ça vient de cette chaîne d'approvisionnement temporaire, mais je ne sais pas à quel point elle sera temporaire. On a attendu une année maintenant pour réparer l'histoire de l'équipement de gym. Elle n'a même pas encore été réparée. À quel moment indique-t-il qu'ils vont s'arrêter parce que 75 points de base supplémentaires sont déjà prévus dans les 2 prochaines années? Le marché boursier commence à s'affoler, il y a beaucoup de volatilité sur le VIX, qui essaye de comprendre le moment où la Fed va commencer à s'arrêter. Et donc c'est le défi intéressant. Ce qui se passe dans ces cycles, et c'est toujours un défi. Nous avons un bon exemple récemment en 2020, au milieu d'une pandémie, le chaos total autour du monde et des marchés. La bourse a en fait plutôt bien marché grâce à l'arrivée de l'assouplissement quantitatif, le soutien quantitatif et la Fed qui imprime de l'argent, mais tous les retours, 95% des rendements, ont été obtenus en 18 sessions de trading. 18 périodes de 8 heures, où vous avez eu cette volatilité de 2000 points à la hausse, 2000 points à la baisse. Vous ne saviez juste pas quel jour de hausse cela allait se produire. Et donc si vous aviez essayé de timer le marché, vous auriez raté tout le rendement de l'année. La même chose va se produire ici. Une fois que les gens comprendront ou sentiront le fait que la Fed va commencer à faire une pause, vous allez avoir une hausse violente du marché. Et si vous n'êtes pas sur les marchés ce jour-là, la moitié de votre retour sur investissement, vous allez le manquer. Ça va arriver en quelques jours et donc tout le monde essaye de chronométrer le marché. C'est impossible et tout le monde l'apprend à la dure. Je l'ai fait également il y a des années. Et donc je garde le cap. J'essaye d'ajouter un peu les jours de baisse sur un simple indice. J'utilise un indice large d'actions de moyenne et grande capitalisation. Ces indices sont constitués de 300 actions de très haute qualité aux États-Unis qui payent des dividendes et ils sont violemment volatiles. Sauf que hier, c'était une hausse de folie. Et donc je suis heureux d'avoir été sur les marchés hier. La même chose pourrait arriver aujourd'hui, vous ne savez pas. Le timing est impossible et cette volatilité donne la nausée à tout le monde.